Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets différents. On va parler un peu de NBA, on va parler un petit peu de NFL et puis on terminera avec de la NHL. Pour ça, aujourd'hui, j'accueille 6 personnes différentes pour parler de tous ces sujets. Pour la NBA, on accueille Maxime. Salut tout le monde. Pour la NFL, où on va parler du blockbuster trade qui a eu lieu ce week-end, on aura donc Damien et Mickaël. Salut les gars. Salut à tous. Salut Charles, salut tout le monde. Et enfin, pour terminer, on terminera donc avec la NHL et puis on a un petit invité spécial justement sur la NHL avec Eric de Jeux de Puissance. Salut Eric. Salut, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être là ce soir. Et puis pour nous épauler aussi sur la NHL, nos deux habitués, nos deux hockeyeurs, Samuel et Jordan. Salut les gars. Salut, bonjour à tous. Bonjour à tous. Très bien messieurs, on va commencer. On va attaquer le premier sujet de la soirée avec le Jazz d'Utah qui a perdu hier soir face à Denver, qui a pris une petite déculottée quand même. Denver a extrêmement bien joué hier soir pour mettre fin à la série fantastique de 11 matchs consécutifs du Jazz en ce début de saison. Alors Maxime, moi j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière à Utah ? Déjà dans l'effectif, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On voit juste que c'est un collectif qui monte. Le coach Quinn Snyder a vraiment monté l'équipe autour de la philosophie de Golden State et de Steve Kerr, à savoir s'appuyer sur des tirs à 3 points de manière massive avec Bogdanovic, Mike Conley, Donovan Mitchell bien entendu, et puis Jordan Clarkson en sortie de banc. Donc, et derrière, on a Royce O'Neal et Rudy Gobert, les deux intérieurs qui font des merveilles, sauf hier soir où Nikola Jokic a marché sur le secteur intérieur du Jazz. Mais autrement, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, il leur a marché dessus. Voilà, je n'ai pas trouvé de meilleure expression. Non, c'est clair. Mais bon, parce que là, quand on regarde les stats, clairement, il n'y a pas plus de comptes, ils prennent juste plus de tirs à 3 points. Voilà. Et ils marquent un peu plus de points. 2 points de plus par match. Et c'est 2 points qui font la différence dans une conférence Ouest qui est excessivement homogène et excessivement dense. Donc, où ça se joue à une victoire entre les Clippers, les Lakers et Utah. Donc, et c'est la chimie. Les petites tensions entre Mitchell et Gobert de l'année dernière semblent être totalement dépassées. Et voilà, il y a un énorme travail collectif. Rudy a son méga contrat, mais il ne marque pas 20 points par match. Mais par contre, quand Donovan Mitchell a été absent, il a mis 22 points dans un match, avec 20 rebonds. Donc voilà. Donc après, c'est chaque joueur se dédie au collectif. Jordan Clarkson a annoncé depuis le début de saison, il veut être meilleur s'il est membre de la Ligue. Il ne veut pas être titulaire. Donc pour moi, c'est ce qui fait la force de Utah, qui fait qu'ils sont vraiment un cran au-dessus de l'année dernière. Voilà. Samuel, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit par Maxime ? Oui, complètement. C'est un peu une transformation, une amélioration du jeu qu'ils avaient l'année dernière, du jeu très offensif, très rugueux. On a une pace qui s'accélère avec plus de 113 points par match marqué. C'est le meilleur total de points depuis la saison 83-84. Donc, Quinn Snyder a aussi adapté le jeu de passe de son équipe pour
pour avoir beaucoup plus de shoot libre à 3 points. Et surtout, la stat qui montre l'apport défensif d'Utah, c'est les 49 rebonds par match qui sont pris surtout par Gobert et par Royce O'Neal. Et c'est le plus haut total de l'histoire de la franchise. Donc, ça montre à quel point Utah développe un jeu fluide, mais aussi agressif, en fait. Ouais, et puis tu parlais de Jordan Clarkson. Moi, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu là-dessus. Et tu l'as dit, Maxime, il veut devenir 6e homme, mais clairement, enfin, meilleur 6e homme de la ligue. Et clairement, il est le meilleur 6e homme actuellement de la NBA. Ah, mais tout à fait. En plus, c'est le deuxième meilleur marqueur en moyenne derrière Donovan Mitchell en sortie de banc. Voilà. Sur un match comme hier, on a vu Donovan Mitchell est passé totalement à côté de son match. Et il a manqué ces points-là. Les autres, ils sont là, ils mettent des 120, ils mettent 117 points. Et mais par contre, Donovan Mitchell, il revenait de 2 matchs absents suite à un protocole commotion. Et ben, ça s'est senti. Mais c'est vrai que quand tout le monde est apte et qu'il n'y a pas de souci, c'est une équipe qui est redoutable et qui fait peur vraiment à toute la ligue. Donc, voilà. Et Jordan Clarkson, il est comme Rudy, c'est pas mes stats, c'est je me dédie totalement au collectif. Et ça, pour moi, je pense qu'il faut tirer un gros coup de chapeau à Quinn Snyder, le coach. Ouais, Michael, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, Charles, je voulais aussi parler quand même des équipes de cette conférence Ouest, parce que j'ai aussi l'impression que le Jazz bénéficie quand même de la méforme aussi de plusieurs équipes qui étaient devant l'année dernière. Je pense à Houston, je pense aux Thunder, je pense même aux Mavs qui sont quand même en dessous du niveau affiché la saison passée. Donc je pense que c'est aussi ce qui bénéficie beaucoup à cette équipe du Jazz sur cette saison. Oui, et puis on parlait de la philosophie Steve Kerr et Golden State Warriors. Est-ce que c'est pas un peu risqué, justement, de calquer le jeu sur celui des Warriors, avec on mise un petit peu tout sur l'adresse longue distance? Oui, moi. Mais là, ils ont un avantage. Et là, les 2 matchs sans Donovan Mitchell ont été vraiment, je pense, peut-être fondateurs dans la tête de Quinn Snyder. C'est de se montrer, c'est que Royce O'Neal est un vrai poste 4 qui est vraiment qui est en puissance et que clairement, bah, si le jeu extérieur et les écrans, la pose d'écran de Gobert en particulier est défaillant, et ben en cours de match, il pourra s'appuyer sur le secteur intérieur et être capable d'avoir des résultats. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être la découverte qu'ils sont en train de faire en cours de saison et c'est la force qu'ils ont à l'intérieur et pas seulement sur le shoot extérieur. Ouais. Est-ce que du coup vous pensez que Utah peut retrouver les finales NBA? Personnellement, ça va être très dur parce que les 2 Los Angeles sont très, 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 très compétitifs. Une finale de conférence, ce serait déjà pas mal. Samuel, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis complètement d'accord. À mon avis, même si c'est très prometteur, ça sera sûrement pas assez pour battre les Lakers qui sont encore une fois en mission pour aller jusqu'en finale, voire jusqu'au titre. Après, on peut toujours s'attendre à une surprise ou à des blessures, mais c'est pas encore assez. Je pense qu'il faut encore peut-être un petit élément en sortie de banc ou en intérieur, même si Derrick Favors fait le job. Je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose de plus pour vraiment aller gratter le haut du classement, quoi. Bon, en tout cas, les performances de Rudy avec le Jazz sont absolument fantastiques et ça doit bien embêter un certain Shaquille O'Neal du côté des États-Unis. Messieurs, on va enchaîner avec la NFL et le blockbuster trade qui a eu lieu ce week-end. Jared Goff
des Rams de Los Angeles est échangé avec Matthew Stafford des Lions de Détroit. On passe du soleil de la Californie à l'hiver rugueux de Détroit pour l'un et on fait le chemin inverse pour l'autre et on rentre un petit peu à la maison pour Stafford. Alors Damien, Mickaël, moi j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que les Rams n'ont pas fait un all-in sur Stafford pour essayer d'aller gagner et d'aller chercher un Super Bowl dès l'année prochaine ou dans les 1 ou 2 années à venir? Bah oui, clairement. Je sais pas ce que c'est d'autre, hein. De toute façon, voilà. En même temps, ça se justifie. Ça se justifie parce que cette équipe des Rams, on a l'impression qu'elle était, en particulier cette année, à un quarterback de pouvoir aller plus loin. Et ça se justifie aussi parce qu'on a pas mal de joueurs qui arrivent à des âges avancés. Je pense par exemple à Aaron Donald, qui a 29 ans, qui sera à 30 ans l'an prochain, à Cooper Kupp, qui a 27 ans, qui sera à 28, Robert Woods, c'est pareil. Donc il faut pas traîner. Il faut pas traîner pour eux et ils ont pas traîné. Et même s'ils avaient tout misé avant sur Jared Goff, que ce soit en termes de choix de draft il y a quelques années ou en termes de contrat, parce que voilà, il y avait un contrat qui était un contrat d'un quarterback titulaire. Eh ben, ils ont pas perdu de temps, ils ont vu que ça marchait pas, ils sont passés à autre chose et je trouve ça plutôt intelligent. Et oui, c'est un gros pari, mais c'est un pari qui me semble être intelligent. Mickaël, ton avis là-dessus? Bah écoute, je suis d'accord, c'est un pari. Par contre, je pense pas que ce soit un all-in totalement. C'est un bon choix. Je pense que Stafford est un très bon quarterback. Maintenant, on parlait de l'âge des joueurs. Je regardais, donc Stafford a encore un contrat jusqu'à fin 2022, pour la fin de la saison 2022. Il aura 34 ans. Ça veut dire que si ça fonctionnait pas, les Rams peuvent encore se dire, bah, on le laisse filer et on va chercher un autre QB. Et quand on arrivera à la fin de cette saison, on aura un Aaron Donald avec 31 ans, on aura un Jalen Ramsey avec 28 ans et un Cooper Kupp avec 29 ans. Je trouve pas que ce soit non plus abusé en termes d'âge. Ils seront encore en pleine possession de leurs moyens. Ils auront encore tous au moins une année de contrat, voire 3 pour Ramsey. Donc je pense qu'il y aura encore la base qu'on connaît, qu'on a vue cette année. Et la possibilité éventuellement d'aller chercher quelqu'un d'autre. Peut-être que d'ici là, on aura un autre quarterback qui serait free agent. J'ai pas regardé tous les contrats, mais en tout cas, voilà, c'est un pari jusqu'à fin 2022. Ça veut pas dire que c'est un all-in. Je pense simplement que c'était un peu cher payé pour un quarterback comme Stafford, vu tout ce qui a été donné par les Rams. Mais non, c'est loin d'être un all-in. Je pense que c'est simplement un pari effectivement sur le court terme, de se dire on veut aller au Super Bowl rapidement. Damien, ton avis? Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Michael, hein. Je pense que c'est un all-in parce que si ça marche pas, il y aura pas grand-chose pour se retourner, hein. Et puis on a vu, et puis il suffit qu'il y ait un problème avec un des tops de l'équipe, que ce soit Donald ou Ramsey. On a vu les Rams sans Aaron Donald, enfin pas sans Aaron Donald parce qu'il était là, mais sans Aaron Donald à 100% contre les Packers. Franchement, ça faisait peur, hein. Ça faisait peur et c'est très important pour eux qu'ils soient là. Et si jamais, bon, il n'y a pas grand-chose pour se retourner, il y a tous les choix de draft là qui sont partis pendant 3 ans. Bon, après, ils sont très forts pour recruter pas au premier tour, en fait. Ils sont très forts pour aller chercher des gars au 3e, au 4e, au 6e. Je pense à Jordan Fuller cette année qui s'est retrouvé être une sensation. Donc, ils vont miser là-dessus. Ils vont miser là-dessus et ils sont très bons sur là-dessus. Et beaucoup va dépendre là-dessus. Oui, j'avais lu que les Rams avaient réussi à faire d'excellentes performances sans premier tour de draft depuis je ne sais plus combien d'années. Donc vraiment une grosse perf. Mickaël, tu veux enchaîner peut-être là-dessus? Oui, je voulais rajouter aussi qu'il ne faut pas oublier qu'ils vont être compensés là sur les tours de draft. Ils vont recevoir des troisièmes tours pour être compensés de ce qui a été donné. Donc non, je pense qu'il y aura de la matière. Je pense que d'ici à la fin de contrat de Stafford, il y aura déjà de quoi se rendre compte de ce qu'il a pu accomplir. Et tous les joueurs majeurs seront toujours sous contrat, au moins pour une année pour Cooper Kupp, pour les autres pour 2-3 ans. Donc pour moi, je suis pas inquiet. Je pense que même si ça marchait pas, il y aurait encore la possibilité de se retourner et d'aller chercher un autre QB pour rendre cette équipe compétitive à nouveau. Et moi, je voulais qu'on parle aussi de Sean McVay. Est-ce que, en cas d'échec de Stafford, est-ce que c'est pas le prochain à sauter? Damien?
Euh, certainement. Parce que là, jusqu'à maintenant, on pouvait dire, ok, Jared Goff, il retient un petit peu Sean McVay. Voilà. Surtout depuis 2 ans, depuis l'espèce de période un petit peu trouble post-Super Bowl pour les Rams. On se dit, oui, d'accord, alors Jared Goff n'a pas des performances au niveau des performances qu'il a eues par le passé, que ce soit sa première année ou sa deuxième année, l'année du Super Bowl, et il empêche cette attaque des Rams, il empêche Sean McVay d'être vraiment d'être au maximum de son potentiel. Là, il a fait son choix. Il y avait d'autres candidats, peut-être pas du profil de Stafford, ça c'est clair, mais il a fait son choix, il a étudié Stafford, il le voulait particulièrement, et il a raison de le vouloir, parce que c'est un joueur qui va parfaitement dans son style offensif, c'est un joueur qui est parfait pour ce jeu en play action que Sean McVay affectionne tant. Voilà, ça va miser à 100% sur les qualités de Stafford. Donc oui, je pense que oui. Si jamais ça marche pas, là, il y aura plus personne sur qui mettre la faute, qu'à part le système offensif. Michael? Oui, et puis en plus, je voudrais rajouter quand même qu'il faut quand même faire attention. On ne sait pas quelle sera la saison des Rams avec Stafford la prochaine année. Mais si la saison est mauvaise, il pourrait même sauter très rapidement, Sean McVay. Maintenant, à voir. Je pense qu'ils ont l'équipe pour faire quelque chose. Ils ont un très bon running back, ils vont avoir un bon quarterback. Le reste de l'équipe est là, la défense, on la connaît. Donc je pense qu'ils seront au rendez-vous, mais on ne sait jamais, une contre-performance, une saison qui démarre mal. À voir. Ah, ils ont un bon quarterback, quarterback. C'est peut-être un petit peu vite dit, parce qu'en fait, on ne sait pas trop de Matthew Stafford. Il n'a jamais vraiment eu d'équipe autour de lui pour réellement briller. Donc, son arrivée au Rams, est-ce que c'est pas justement le moment où on va vraiment en fait savoir s'il est un véritable quarterback de NFL ou si il était juste masqué par une équipe au final plutôt mauvaise. Damien? Oui, mais j'ai envie de dire, si on pose la question, c'est qu'on a quand même une petite idée derrière, je veux dire, parce que si c'était ce joueur, ce monstre, ce quarterback parfait, on serait pas en train de se poser la question. C'est qu'il y a peut-être un petit problème sous-jacent qui est comme exactement ce dont je venais de parler pour McVay, qui est que bon, si ça marche pas, alors on pourra plus mettre la faute sur McVay, sur quelqu'un d'autre. Et ben là, c'est pareil pour Matthew Stafford. Si ça marche pas, alors on pourra plus mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Il a un bras monstrueux, il a montré qu'il était capable de sortir de situations très difficiles, il est capable de lancer des passes qui sont parfois en mâchoire qui tombe, on se relève du canapé, et oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais parfois, il y a des sacrés passages à vide, hein. Et bon, il vient d'une division qui est très relevée, la NFC Nord. Il arrive dans une division qui va être là, vraiment, peut-être même encore plus relevée. Donc, Encore plus relevé, ouais. ah oui, là, je pense que c'est la division de la NFC. Donc, il n'y aura vraiment pas le droit à l'erreur. Et bon, c'est un quarterback d'expérience, mais c'est un quarterback qui arrive avec énormément de questions. Michael, est-ce que tu rejoins les positions de Damien et la mienne, du coup, en même temps? Ouais, quand même, ouais, parce que il me fait penser un peu à un autre quarterback dans la ligue que je trouve bon, mais qui pour moi est en dessous vraiment du top niveau, c'est Derek Carr. Et je les compare un peu en termes d'équipe, en termes de performance. C'est un peu le même genre de quarterback pour moi voilà, qui montre des bonnes choses dans l'équipe où ils sont, mais aussi parce qu'il y a pas grand monde autour d'eux pour vraiment concurrencer. Donc j'ai des doutes aussi sur Stafford, même si ça reste, je trouve, un très bon quarterback. Mais de là à emmener cette équipe jusqu'au Super Bowl, je pense qu'il y a une marche qui me paraît trop haute pour lui. Oui, et puis tu l'avais soulevé quand on discutait un petit peu de tout ça en interne. Il arrive avec un package qui est monumental, hein, Matthew Stafford. Hein. C'est incroyable. Pour Jared Goff, ça doit faire un sacré coup à sa fierté quand même. Hein. Parce que lui aussi, c'était un premier choix de draft, et il n'y a pas si longtemps que ça. Ça devrait être Jared Goff qui vaut plus que Matthew Stafford. Jared Goff est allé au Super Bowl, pas Matthew Stafford. Donc là, il arrive avec un package qui est monstrueux. Donc ça va un gros boost de confiance sur Matthew Stafford, mais aussi énormément de pression. Parce qu'il a été payé très très cher. Maintenant, c'est le quarterback, c'est le poste. Ça montre bien que c'est le poste clé. C'est le poste
pour lequel on est prêt à tout donner. Et si c'est aussi cher d'avoir Matthew Stafford, je sais pas combien ça va coûter pour avoir des Sean Watson. Hein. Deshaun Watson, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire, mais il va falloir donner la maison, il va falloir les clés de la voiture et compagnie. Mickaël, ton avis là-dessus? Moi, je pense que les Lions sont les grands gagnants quand même de ce trade. Quand je regarde ce qu'ils ont récupéré, ils vont se retrouver cette année donc avec leur premier tour, leur premier choix au premier tour, donc le numéro 7, le choix numéro 7. Ils gagnent un troisième tour donc récupéré aux Rams. L'année prochaine, ils auront 2 premiers tours. En 2023, ils auront 2 premiers tours. Ça veut dire que, j'ai regardé, début 2024, ils vont se retrouver donc avec 5 joueurs issus du premier tour. Jared Goff, qui est quand même un joueur du premier tour aussi, faut pas l'oublier, qui est même un premier choix de draft. Et ils ont récupéré cette année Jeff Okudah, donc le cornerback, qui était aussi issu du premier tour. Je pense qu'ils ont en tout cas toutes les cartes en main pour construire une équipe. On verra ce qu'ils en font. Les Lions n'ont pas toujours fait les bons choix. Mais pour moi, c'est eux les gagnants de ce trade. Damien? Oui, je suis assez d'accord avec Mickaël. Je pense que quand même, globalement, les deux équipes sont gagnantes. Mais surtout, ça va permettre là aux Lions de se reconstruire sans se mettre trop de pression, en fait. Parce qu'ils vont avoir tous ces choix de draft qui arrivent. Chaque année, plusieurs choix de draft, tranquillement, avec un quarterback qui était le premier choix de la draft 2016, qui arrive avec le nouveau GM des Lions, Brad Holmes, qui était le directeur du scouting des joueurs universitaires, donc c'est-à-dire le joueur qui va repérer les qualités, les défauts de tous les joueurs universitaires chez les Rams pendant 7 ans. Donc c'est un joueur, c'est pas un hasard s'il est là, s'il est aux Lions, je pense qu'il a une confiance aveugle en lui. C'est lui qui est allé certainement le chercher, c'est lui qui a donné à 100%, c'est sûr, son feu vert pour l'avoir. Je te confirme, c'est lui qui avait été chercher Goff, et c'est lui qui a poussé pour la prolongation de contrat avec son contrat à plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà, donc Goff arrive dans une situation qui est, certes, c'est un coup dur pour lui parce que c'était le franchise player de cette équipe des Rams, ils avaient tout investi sur lui. Mais il arrive dans une équipe où, comme il a dit, on veut de moi, on veut de moi. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Brad Holmes a une confiance aveugle en lui et que ça va l'aider justement dans cette équipe à se développer pour cette équipe des Lions. Ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient, ils voulaient se reconstruire. Et il y a tout ce qu'il faut pour se reconstruire là. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que Goff va avoir enfin l'opportunité aussi d'être lui-même, d'être Jared Goff et de pouvoir construire quelque chose autour de lui et à son image. Parce que quand on parlait de Jared Goff, on était sans arrêt en train de l'associer avec Sean McVay. C'était Sean McVay avec Jared Goff et c'était Jared Goff avec Sean McVay. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Là, on va pouvoir voir en fait peut-être le véritable Jared Goff. Alors il arrive peut-être pas dans la meilleure des situations, mais il va avoir au moins l'occasion de créer sa propre lignée, son propre héritage, et dans une franchise qui en a besoin. Mickaël, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, concernant Goff, c'est ce que tu viens de dire. Je voulais aussi rajouter que pour lui, c'est un peu le moment ou jamais aussi. Hein. Là, il va se retrouver dans une franchise donc, qui doit se reconstruire. Il est en contrat jusqu'à fin 2024, si je ne me trompe pas. Concrètement, si c'est pas là, je pense que derrière, ce sera compliqué quand même pour lui de rebondir. Ça va être aussi l'occasion de voir s'il est capable de retrouver son niveau qu'il avait connu il y a 2 saisons en arrière. Donc, on va voir, mais c'est le moment ou jamais pour lui parce que fin 2024, il sera plus sous contrat. Et si ça n'a pas fonctionné, je le vois mal rebondir derrière dans une équipe dans la ligue. Damien, tu voulais ajouter quelque chose peut-être par-dessus ça? Non, je suis 100% d'accord. Et en plus, il a été offert à plusieurs équipes, Jared Goff. Par exemple, les Broncos n'étaient pas prêts à trader Drew Lock, donc c'est quand même. Pourtant, je trouve que c'est un quarterback qui est un peu dans la même situation que lui. C'est un quarterback qui a plus ou moins beaucoup d'espoir, qui a la confiance de sa franchise, mais qui est pas forcément au niveau. Pour Goff, il était arrivé avec un choix bien plus haut dans la draft, évidemment, quand même, mais voilà, ça montre quand même qu'il n'y a pas tant de marge d'erreur que ça, parce que s'il y a des équipes qui refusent, qui ne sont pas prêtes à lâcher des joueurs comme ça montre bien que c'est pas non plus comme Stafford, pas non plus le joueur qui est là sans aucune question, sans aucun problème. Et pour conclure, ce dont je voulais parler par rapport à
à Goff et à Stafford. Je voulais juste amener une petite stat amusante que j'ai trouvée cet après-midi en préparant le podcast. De la draft 2016, il ne reste plus qu'un seul quarterback qui n'a pas été ou limogé de l'équipe, ou échangé, ou alors mis sur le banc. Et ce quarterback, c'est Dak Prescott, qui avait été choisi en 135e de la draft. C'est le seul, devant Goff, devant Vance, devant Jacoby Brissett, devant Paxton Lynch en 26. Voilà, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Qu'il ne reste que lui. C'est fou. Quelle année? En 2016, draft 2016. Ouais, Ouais. non, mais je dis quelle année incroyable parce que Ah oui. c'est quand même assez rare d'avoir une sélection qui termine comme ça. Non, et puis c'est rare aussi. Je pense que cette trade, c'est peut-être le début de ce genre de nouvelle trade, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Jamais deux premiers quarterbacks des premiers tours s'étaient échangés. Jamais une franchise comme ça, après avoir donné un tel contrat à un quarterback à qui elle était prête à donner toutes les clés, revenait sur ce qu'elle avait fait et prête à mettre un peu d'argent de côté, même s'ils vont économiser pas mal d'argent, mais bon, ils vont en perdre aussi quand même, donc ils ont pas peur de laisser tout de côté, de faire un changement de direction brutal, et c'est bon, on verra, peut-être que ça va être le début d'une suite. Est-ce que ça va aussi donner de la matière à penser aux autres GM, parce que se dire, bon, est-ce qu'on va peut-être pas attendre un petit peu avant de donner des chiffres aussi énormes à un quarterback qui n'a pas tout montré, et pour au final se retrouver avec plus de 140 millions de dollars à trader, on ne sait pas quoi en faire, avec des bonus de signature qui sont déjà payés, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Ça va peut-être en faire réfléchir certains, je pense. D'autant plus que si tu regardes les derniers très très gros contrats, je mets Mahomes de côté, Carson Wentz, Jared Goff, c'est pas forcément des réussites à chaque fois. Donc là aussi, ça, comme tu le dis, ça va sans doute faire réfléchir les franchises à peut-être attendre un petit peu avant de sortir le chéquier. Michael? Je pense aussi que c'est un peu le reflet du manque de quarterback qu'il y avait, de très bons quarterbacks qu'il y a eu ces dernières années. On a Mahomes, effectivement, qui est hors norme, mais c'est vrai que quand on regarde Carson Wentz, quand on regarde Jared Goff, c'est des quarterbacks, on va dire des bons quarterbacks, mais c'est pas le top niveau. Et je pense que c'est ce qui force certaines équipes à prendre un peu le risque parce qu'il n'y a pas autre chose sur le marché à aller chercher. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose encore à rajouter sur ce sujet, ou est-ce qu'on passe au patinoire? On peut passer au patinoire. On passe au patinoire. Alors, juste avant de passer au patinoire, on rappelle aux auditeurs, il y aura un podcast spécial pour le Super Bowl qui est dimanche prochain. Donc, un podcast long format pour analyser, préparer l'apothéose de notre saison de NFL avec la rencontre entre les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady et les Chiefs de Patrick Mahomes. Donc, sans transition aucune pour le coup, on passe au patinoire. Et messieurs, on va se focaliser sur une franchise en particulier, celle d'Edmonton, les Oilers, qui sont dans la fameuse division canadienne. L'année dernière, ils avaient une paire de joueurs absolument incroyables. Ils l'ont toujours. Ils confirment. C'est McDavid et Draisaitl. Ils sont à l'origine d'un très très grand nombre de points pour leur équipe. Mais derrière, les résultats suivent pas forcément, et Edmonton semble un petit peu patiner en ce début de saison. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Edmonton? Pourquoi ils n'y arrivent pas cette saison? Jordan, est-ce que tu souhaites commencer? Alors oui, clairement Edmonton, effectivement, et donc ils ont deux joueurs incroyables, donc McDavid et Draisaitl. Après, le problème de l'équipe, il est défensif. Clairement, l'équipe est une des pires défenses de la ligue. Ils sont deuxième en but deuxième pire équipe en but concédé. Il n'y a que Ottawa qui fait pire. Avec du coup, ils ont pris 41 buts en 11 matchs. Alors bon, ils ont joué aussi un peu plus de matchs que le reste des équipes, mais ils sont quand même, ils sont aussi quatrième pire équipe en buts par match avec 3,7 buts par match encaissés.
Ils concèdent beaucoup de tirs. Pareil aussi, là, encore une fois, ils sont dans le bottom 5, donc dans les 5, encore une fois, pire équipe de la ligue en termes de tirs concédés avec 33 tirs par match. Et surtout, c'est pareil, encore également aussi une des pires équipes en situation d'infériorité numérique, puisqu'ils, ils encaissent des buts dans 30% des cas dans lesquels ils sont en infériorité numérique. Donc, même si effectivement McDavid et Draisaitl marquent beaucoup, ils ont aussi une forte propension à prendre des buts dès que ces deux joueurs sont plus sur le terrain. Et de facto, à la fin, défensivement, ils ont quasiment les mêmes stats que Détroit. Ce qui en fait clairement pas une équipe, une équipe d'haut de tableau. Hein. Et en fait, même, je regardais ça au préalable et je trouve que presque leur bilan de 5 victoires, il est presque heureux en fait, in fine, quand on voit le niveau défensif affiché par Edmonton. Ouais. Oui, d'autant que dans les 5 victoires, il y a celle d'hier soir forcément face à oui, Ottawa, alors ils en prennent quand même 5 face à Toronto quand même, ils en ont pris une face à Vancouver, mais bon. Oui, voilà. Mais bon, hier ils en prennent quand même 5 par une équipe qui est pas censée jouer les premiers rôles. Samuel, est-ce que tu es dans ce même état d'esprit par rapport à Edmonton? Complètement. Je pense qu'il y a aussi un aspect mental qui peut expliquer la mauvaise forme de cette équipe. On a deux énormes stars, Connor McDavid, Leon Draisaitl, qui combinent pour 43 points en ce début de saison, en 11 matchs seulement. Donc c'est stratosphérique. Et pourtant, ils n'arrivent pas du tout à gagner. Les joueurs autour, il y a Nugent Hopkins qui a 10 points, mais est-ce que ça c'est vraiment un rendement intéressant? Il augmente ses stats par rapport à la saison dernière, il fait des progrès, mais après le reste, c'est quand même assez faible. Même Neal est pas très bon en ce début de saison, le troisième trio offensif est pas bon, donc je pense qu'il y a vraiment un problème de mentalité dans le sens où peut-être que les joueurs se reposent un peu sur les deux stars et ils se disent on les laisse run the show et on voit comment ça se passe ensuite, quoi. C'est vrai qu'en plus, quand tu regardes Connor McDavid qui est capable de remonter le terrain tout seul et d'aller marquer à chaque fois, bon, je peux comprendre qu'on laisse un peu les clés du jeu à McDavid. Alors, Eric, est-ce que toi, tu as une vision différente de ces Oilers? Non, pas du tout. Je pense que Jordan et Samuel ont bien dit où est le problème. Le problème, c'est qu'en fait, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de l'ancien DG qui a tout misé sur l'offensive. Et en signant par exemple un gardien, Koskinen, c'est le dernier cadeau qu'il a laissé avant de partir, qui est pas terrible, quoi, qui est même pas bon. Donc on a un mauvais gardien, on a une défense qui n'existe pas. Donc du point de vue défensif, c'est catastrophique. Après, du point de vue offensif, effectivement, Draisaitl et Connor McDavid sont sur une autre planète, mais il faut voir qu'il y a 5. Les stats sont un peu biaisés parce que moi j'ai regardé, je me suis dit tiens, mais effectivement ils ont 23 points et 21 points, ou 22 et 21. Et j'ai dit mais à 5 contre 5, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Et en fait, à 5 contre 5, il faut savoir que ces deux joueurs ont 9 points et 9 points, 18 points à 2. C'est pas mal. Seulement 4 buts, je crois. C'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. En fait, cette équipe, elle a un super power play. Et d'ailleurs, je pense que dès qu'une équipe joue contre les Edmonton Oilers, ils doivent se dire il ne faut pas qu'on se mette à la faute. Et si on ne se met pas à la faute, on a toutes les chances de gagner le match. Et en fait, c'est un problème, c'est qu'on a ces deux joueurs qui explosent en powerplay parce que quand ils jouent ensemble en powerplay, ils sont parfaits, mais ils jouent, je dirais, de façon individuelle ou à deux. Parce que d'habitude, si on prend des joueurs comme Crosby, on va prendre Crosby comme exemple, les joueurs qui sont autour de lui, ils vont cumuler plein de points. Alors que c'est pas du tout le cas avec des joueurs qui tournent autour de McDavid et autour de Draisaitl. En fait, les autres n'ont pas de points.
comme l'a dit il Jordan. faut moins c'est tourner ok il faut moins tourner le palais qu'un Crosby, par exemple. En fait, ils permettent pas à leurs coéquipiers de surjouer comme un Crosby peut le faire, quoi. Je veux dire, un Crosby, quand il y a un joueur qui était à côté, un joueur moyen, il allait augmenter sa capacité de points. Et c'est pas le cas du côté d'Edmonton. Donc on a vraiment deux superstars qui jouent super bien. Peut-être les deux meilleurs joueurs, même c'est sûr, les deux meilleurs joueurs de la NHL, mais les deux meilleurs joueurs, je veux dire, offensivement et individuellement. Mais ça fait pas une équipe. Ça fait pas une équipe, en effet. Samuel, tu voulais réagir à ce que vient de dire Eric? Oui, je voulais juste rajouter l'apport de Tyson Berry qui a signé à l'intersaison dernière. On a un joueur qui contribue beaucoup au power play en position de pointe, mais le reste du temps, il est sur le 3e trio défensif sur le match dernier. Et c'est un joueur qui amène, oui, au power play, mais au final, il ne résout pas les problèmes de l'équipe. Donc, est-ce que c'est un bon recrutement au final de Peter Holland, le GM des Oilers? Je pense que c'est une bonne question. Ça passe surtout par le recrutement. Là, à mon avis, c'est pas le coach qui va avoir la solution tout de suite. Jordan, tu voulais ajouter? Ouais, concernant Tyson Barrie, il vient de Toronto, il avait déjà déçu effectivement à Toronto parce qu'il devait un peu avoir ce rôle un peu de dynamiteur de power play. En tout cas, alors effectivement, il aide un peu l'équipe en jeu de puissance, mais après, point de vue statistique, en tout cas, ça se voit pas. Il a que 3 assistances et un but. Alors c'est bien, mais je veux dire, il y a quand même pas mal de joueurs, pas mal de défenseurs dans la ligue qui font pareil, voire mieux. Et et surtout, en effet, moi je me demande si le problème de Edmonton, en fait, c'est pas aussi un peu le staff. Je regardais tous les choix de draft qu'ils ont eu dans le top 10, à part Draisaitl et McDavid. Nugent Hopkins pour un premier choix, franchement moyen. Puljujarvi pour un 4e choix, franchement moyen. Enfin, il y a comme ça en fait beaucoup de Darnell Nurse, c'est pareil qui était 7 ou 8e choix, franchement, il y a moyen aussi. En effet, ils ont du mal aussi à construire leur équipe parce que ils draftent très mal en fait. Je veux dire, ils ont laissé passer Mathieu Tkachuk, ils ont laissé passer Charlie McAvoy, enfin, ils ont laissé passer énormément de joueurs en fait, qui aujourd'hui auraient pu les aider. Clairement. Eric? Je suis pas totalement d'accord, ils ont récupéré quand même Draisaitl et McDavid, ce qui était pas mal. Mais c'est ce que je disais, en fait, mis à part ces deux joueurs. Taylor Hall aussi. Taylor Hall aussi. Après, ils ont récupéré Taylor Hall, il est parti. Donc, après, c'était un échange, moi, à mon avis, c'était un échange totalement perdant. Je veux dire, quand on récupère un Larson à la place, un défenseur moyen pour un Taylor Hall, j'imagine même pas un Taylor Hall dans cette équipe, ce que ça pourrait donner, offensivement encore. Moi, ce que je ne comprends pas de la direction et de Hollande aussi, mais celle d'avant, on n'en parle même pas, mais c'est qu'on a deux super attaquants, des attaquants extraordinaires qui vont marquer des tonnes de buts et qui ensemble jouent très très bien. Mais pourquoi on n'entoure pas ces joueurs de ce que j'appellerais des grégarios, de joueurs qui vont jouer la défense, qui vont être là pour justement être derrière, pour pas que pour pas que ça se prenne des buts. Et comme ça, les buts que McDavid... voilà. Le problème, c'est que je pense que le souci, le péché originel de cette équipe, c'est qu'on a voulu... et c'est la même chose que pour Toronto. Pour moi, c'est à peu près le même concept. C'est qu'on a voulu... On a préféré l'individualisme, donc le joueur individuel super fort, sachant qu'en hockey sur glace, les équipes qui gagnent, on peut le voir avec Tampa Bay, on a pu le voir avec Saint-Louis, avec Boston, les équipes qui gagnent, c'est des équipes qui sont construites dans la profondeur, quoi. Il peut avoir un gros joueur comme Kucherov pour Tampa Bay, mais avant tout, c'est vraiment un jeu d'équipe. Et moi, je pense que c'est ce qui manque à Edmonton, et à Toronto aussi d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Voilà. Il n'y a pas de jeu d'équipe, c'est un jeu tout basé sur deux individus.
Samuel, est-ce que tu rejoins Eric sur ce point? Oui, évidemment. Surtout quand on voit des équipes qui n'ont pas forcément des superstars, mais qui arrivent à s'en sortir même très bien en début de saison, hein. Montréal, et notamment, qui a pas mal surpris, en ce début de saison. Même Saint-Louis est premier de sa division. Des équipes comme ça, c'est surtout une question de management en fait, et on voit que parier sur 2 joueurs clés, 3 joueurs clés, bah, ça a ses limites. Jordan, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bah, non, mais en fait, pour aussi revenir là-dessus, c'est vrai qu'en effet, moi, l'intersaison de Edmonton, je l'ai pas compris. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gardiens, je dirais, qui ont bougé. Visiblement, ils ont pas jugé que, comment dire, que Koskinen était le problème de l'équipe, et peut-être qu'ils auraient dû. Et voilà, et c'est, je sais pas, peut-être de faire venir un Markstrom, un Holtby, ou un autre en fait. Et je trouve que qu'effectivement c'est dommage parce que ils sont un peu en train de, je dirais, de rater, alors qu'ils ont quand même effectivement 2 superstars, quoi. Eric? Ouais, je suis d'accord avec Jordan. Je pense que en fait, on s'appuie trop. Je pense que dans la direction, on s'appuie trop sur. On se dit, bon, bah voilà, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Bon, après, ça dure depuis un bon moment, c'est pas de chance qu'on se qualifie pas, parce qu'on a quand même 2 joueurs, je veux dire, qui vont monter à 100 points, encore les deux. Donc, c'est exceptionnel. Et je pense que ça paralyse la direction, et ils vont pas chercher ce qu'ils devraient chercher. Donc, effectivement, là, par exemple, des gardiens, il y en avait une tonne à récupérer, et ils ont gardé Koskinen. Koskinen, il a montré toutes ses faiblesses la saison dernière, et on savait que c'était pas un bon gardien. Et en plus, il n'y a pas de backup derrière. Alors, donc, on ne sait même pas qui mettre. Parce que Mike Smith s'est blessé. En plus, c'est un vieux gardien, et moi, je ne le trouve pas exceptionnel non plus. Donc, voilà. Pareil, en plus, ils ont de la monnaie d'échange, parce qu'un Pouillarvi ou un Hopkins, ça peut s'échanger. Qu'ils aillent chercher je sais pas, des bons joueurs, des bons attaquants défensifs, quoi. Je veux dire, il y en a plein, la ligue, quoi. Est-ce que toutes ces erreurs, messieurs, vont pas coûter les playoffs à Edmonton? Jordan? Alors, les playoffs, je pense pas quand même, parce qu'ils vont réussir, à mon avis, à se qualifier, au moins, je dirais, obtenir une 4e place. J'ai du mal à voir, j'ai du mal à voir quand même une place qualificative leur échapper. Après, moi, la question que je me pose, et si en tout cas ils continuent sur ce rythme, c'est est-ce que, est-ce que cette équipe va dépasser le premier tour? Et très franchement, suivant contre qui il tombe, ça va pas être facile, hein. Non, vraiment, ça va pas être facile. Donc bon, en tout cas, ouais, c'est sûr que par rapport à ce qu'on leur promettait, potentiellement, ils vont sûrement décevoir. Samuel? Pour l'instant, ils sont 5e, juste derrière Winnipeg. Bon, ils ont 3 matchs en plus, mais ils sont à égalité au classement. Et pour les playoffs, je pense que ça va surtout dépendre de la défense, parce que les équipes de leur division, donc la division Nord, avec Toronto, Montréal, Vancouver, Winnipeg, Calgary et même Ottawa, c'est des équipes qui peuvent vite scorer si on leur laisse des espaces. Et c'est la défense qui va être la clé, à mon avis, de l'accession aux playoffs. Ça va se jouer sûrement entre Vancouver, Winnipeg et Edmonton pour la 5e place. Eric? Alors, il faudra qu'ils soient 4e, hein, sinon ils ne seront pas qualifiés. Donc, moi, je sais pas. J'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Parce que pour moi, il y a 2 équipes qui ne se qualifieront pas, c'est sûr. Bon, Ottawa, n'en parlons pas. Donc, c'est Ottawa, c'est sûr qu'ils ne se qualifieront pas. On a pu voir encore hier que c'est une catastrophe. Moi, Vancouver, je les vois très, très faibles. Je suis vraiment déçu. Je pense qu'ils ont fait, ils ont fait vraiment un intersaison, pardon, très, très mauvais. Laisser partir, là, par exemple, leur gardien, pour moi, ça a été une erreur. Et après, oui, effectivement, ça va se jouer pour moi entre 3 équipes, les Flames, qui sont un peu au-dessus, à mon avis, Winnipeg et Edmonton.
Et Winnipeg, je ne sais pas comment fait l'entraîneur, Paul Maurice. Il y a beaucoup qui le décrit, mais moi, je dirais, avec cette équipe, il arrive à amener cette équipe toujours aux portes des playoffs ou même aux playoffs, alors que, par exemple, eux, ils n'ont vraiment pas de défense. Et en plus, c'est pas de chance, parce qu'ils sont tous partis, quoi. C'était même pas une envie de la direction, c'est que tous leurs défenseurs sont partis. Ils se sont retrouvés sans défenseur, et eux, ils n'ont aucune défense. Mais pourtant, ils sont meilleurs que Edmonton. Donc c'est incompréhensible. Edmonton, pour moi, ça reste quand même un mystère. Je ne comprends pas. Et comme l'a dit Samuel, s'ils passent le premier tour, on voit qu'ils sont éliminés par Chicago la saison dernière, voilà. Le seul intérêt de cette équipe, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des buts, quoi qu'il se passe. Ouais. C'est ça, c'est de regarder McDavid qui va traverser tout le terrain. Samuel, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, un dernier point quand même, pour suivre pas mal Winnipeg. Mettre l'accent sur le duo Kyle Connor, Nicolas Ehlers, qui fait vraiment du gros boulot cette saison, mais quand même diminuer l'effet surprise, parce qu'ils ont joué 3 matchs contre Ottawa, et Ottawa, ça va être l'équipe pas facile de cette division, mais quand même où les équipes vont espérer gagner la plupart des matchs contre les Sens cette saison, qui sont quand même assez faibles. Ouais, ils l'ont montré, effectivement, comme le disait Eric, hier soir. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements sur la franchise des Oilers, à la recherche de sa gloire passée. Merci à tous. On arrive à la fin de notre épisode. Merci Maxime pour la NBA, merci Mika et Damien pour la NFL, et puis Samuel, Jordan, et puis merci Eric de ta présence ce soir. C'était super sympa de t'avoir, et t'es le bienvenu, bien entendu, pour parler de NHL. Merci à vous. C'est top. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, déjà dès la fin de cette semaine pour l'épisode spécial NFL, et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast des The Free Agents. Merci à tous et à bientôt.